Bonjour, aujourd'hui nous allons reparler de cinéma et plus précisément de cinéphilie parce que un type inconnu au bataillon a fait une vidéo avec le fossoyeur du cinéma, les mots ont un sens, le fossoyeur du cinéma, et In the Bida parce que les mots ont également un sens. Et vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, que ce soit sur jeuxvideo.com, que ce soit sur Twitter, qu'est-ce que je pensais de cette vidéo sur la cinéphilie, et j'en pense beaucoup de mal. Et on commence tout de suite. Mais je vais vous avouer un truc, j'ai jamais vu Citizen Kane. J'ai jamais vu Metropolis non plus. Alors là, le type nous dit qu'il n'a pas vu Citizen Kane et qu'il n'a pas vu Metropolis. Alors je précise pour ceux qui ne sont pas cinéphiles, pour ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma, ce sont deux films très connus, plutôt anciens, et qui ont une excellente réputation. Citizen Kane est même souvent considéré comme le meilleur film de l'histoire de l'humanité, ou de l'histoire du cinéma, c'est un peu plus court. Metropolis, quant à lui, c'est un film qui a inspiré bon nombre de films, notamment Sirène, si vous regardez Alita Battle Angel, je sais c'est une adaptation d'un manga, mais le concept de ville du haut, ville du bas, ça vient de Metropolis, et même si vous regardez le truc là informe, là, comment ça s'appelle, la Elyséeum, c'est la même chose, c'est-à-dire il y a une ville du haut, il y a une ville du bas, et ben ça vient du film Metropolis de Fritz Lang. Et donc ma question c'est, qu'est-ce qu'il tente de prouver en disant qu'il n'a pas vu Citizen Kane ou qu'il n'a pas vu Metropolis? On s'en fout qu'il n'ait pas vu Citizen Kane ou qu'il n'ait pas vu Metropolis. La question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu Citizen Kane et pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu Metropolis? Est-ce qu'il compte les voir mais juste il n'a pas encore eu l'occasion, il n'a pas encore eu le temps, ou il a juste la flemme de les regarder maintenant et que peut-être qu'il regardera dans 2 mois, ou c'est juste que non, ces films-là ne lui font pas envie, qu'il n'a pas envie de les voir du tout. Ce n'est pas du tout la même chose et ça ne veut pas dire la même chose sur lui. Et c'est pas ma fac de cinéma qui a fait de moi quelqu'un de plus cinéphile qu'un autre. Et on continue donc avec les affirmations vides de sens, dont je ne comprends absolument pas le but. Pourquoi est-ce que tu nous dis que ta fac de cinéma ne t'a pas rendu plus cinéphile? Surtout qu'après, le fossoyeur du cinéma nous dit ça. Et au fil du temps, au fil des mouvements, cinéphile a pris une dimension plus précise, en désignant avant tout une approche érudite du cinéma. On se contente plus d'apprécier les films, mais il faut être aussi capable de les mettre en perspective, en connaissant un minimum l'histoire du cinéma et de ses grands flux d'idées. Il nous dit très logiquement que la cinéphilie, c'est normalement quelque chose d'un peu érudit, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre une œuvre en perspective et de s'y connaître un tout petit peu dans le cinéma. C'est pas juste le fait d'aimer voir des films. Donc je sais pas, mais si toi, ta fac de cinéma ne t'a pas permis d'avoir un regard plus érudit sur les films, je t'avoue, je ne comprends pas trop. Enfin, je veux dire, c'est que ta fac de cinéma, elle t'a servi strictement à rien. Ce qui est un peu le cliché de la fac de cinéma, de la fac du glandeur. Après, je dis ça, je ne dis rien. Et pour revenir sur ce que disait le fossoyeur, effectivement, je trouve ça parfaitement logique qu'être cinéphile, c'est avoir un regard érudit. C'est pas juste le fait d'aimer voir des films, parce que tout le monde aime voir des films. Et à partir du moment où tout le monde est cinéphile, personne n'est cinéphile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de relativisme, d'égalité, où tu peux être un cinéphile si tu regardes un film pendant la semaine ou si tu en regardes 50. Mais pour revenir à ce que disait le fossoyeur, c'est tout à fait logique. Si jamais tu t'intéresses au cinéma, eh bien tu vas gagner en érudition sur le cinéma. Donc être cinéphile, c'est avoir tout vu. Le truc, c'est que cette course à tout voir, c'est plus que jamais une impasse. Là, je ne comprends absolument pas de quoi il parle. Qui parle de tout voir? Tout voir, c'est impossible. Ça sert à rien de dire que tout voir est une chimère. Tout voir, c'est juste impossible. Vu le nombre de films qui sortent chaque semaine, rien qu'en France, et si on compte tous les films passés de tous les pays, de toutes les époques, c'est fini. Jamais de ta vie, tu n'auras le temps de tout voir. Donc de quoi est-ce qu'il parle? C'est comme si tu dis à quelqu'un qui aime l'astronomie, tu dis « Quoi? Tu aimes l'astronomie, mais tu n'es pas allé sur Mars ?» Tout simplement, c'est impossible. Et encore, je pense que c'est peut-être plus probable d'aller un jour sur Mars que de réussir à voir tous les films qui n'ont jamais été faits. Donc j'ai déjà l'impression là qu'on enfonce des belles portes ouvertes. D'un côté, on a le mec, on ne sait pas de quoi il parle, et de l'autre, on a ce type-là qui enfonce des portes ouvertes. Oui, bon, c'est pas possible de tout voir. Oui, c'est pas possible de tout voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De l'insulte au mépris, ces sondages ont su mettre en avant le fait qu'une bonne partie d'entre nous impose son avis. Il n'est plus question d'objectivité, non. Il est question de jugement de valeur. Donc là, le type nous fait la morale, genre c'est pas bien d'imposer son avis, etc. Ok, sauf que malheureusement, ou pas, je sais pas, on s'en fout, les gens font en général corps avec leur avis et cœur avec leurs opinions, avec leur goût. Il suffit de s'amuser à critiquer Star Wars, à critiquer parfois Dragon Ball ou parfois même rien que le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter pour que certaines personnes en face se braquent parce qu'elles sont incapables de reconnaître que y a certaines de ces œuvres qui peuvent être critiquables parce qu'elles tout simplement elles ont on va dire voué leur vie à ces films-là, c'est-à-dire que pour eux c'est leur film de leur enfance, c'est leur film qui leur a fait aimer le cinéma, c'est ceci, c'est cela, et donc si jamais les critiquer ces films-là, c'est critiquer leur goût, et critiquer leur goût c'est critiquer leur personne. Donc bien évidemment que les gens veulent imposer leur avis parce qu'imposer leur avis c'est un peu imposer leur personne. Sur internet, tout le monde a son avis. Du spectateur au critique, l'un vaut tout autant que l'autre. Ouais, tu dis que tous les avis se valent et justement, il va falloir le prouver que tous les avis se valent parce que, non, c'est pas vrai, tous les avis ne se valent pas. Je vois pas comment c'est possible que tous les avis se valent.
Je vais prendre un exemple, je vais vous montrer ce tableau. Ce tableau, donc c'est de la peinture, hein, a été peint par Malevich et il s'appelle Carré noir sur fond blanc. Bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà forcément vu ce tableau quelque part et forcément, il vous inspire quelque chose. Ce n'est pas le genre d'œuvre qui vous laisse totalement indifférent. Soit c'est « Ah oui, c'est ce tableau-là de Malevich, blablabla » et vous connaissez un peu l'histoire de l'art et donc vous savez le resituer, vous savez qu'il était important, etc. Ou soit vous ne connaissez pas plus que ça, mais vous savez c'est de l'art contemporain, alors qu'en réalité vous confondez art moderne et art contemporain, et vous savez que vous détestez, mais vous n'avez pas réfléchi pourquoi, vous ne savez pas grand-chose sur cette œuvre. Et justement, la différence entre le critique et le simple spectateur qui va voir cette œuvre dans un musée, c'est que le critique va être capable tout simplement de savoir d'où vient cette œuvre-là et d'avoir un tout petit peu de connaissances en histoire de l'art. Et s'il a des connaissances, son avis sera plus pertinent, plus éclairé. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer ce tableau-là. Personne ne t'oblige à aimer Carré noir sur fond blanc. Personne ne t'oblige à dire que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, un avis même opposé au mien, qui a argumenté, qui sait replacer l'œuvre dans son époque et qui sait dire des choses intéressantes sur cette œuvre, qui sait révéler des choses peut-être qu'on ne savait pas encore, et qui sait l'interpréter, me semblera bien plus intéressant que l'avis de quelqu'un qui fait « c'est de la merde, c'est de l'art contemporain ». Aujourd'hui, si tu parles de cinéma, tu te dois de montrer que tu sais de quoi tu parles. Tu dois construire une certaine légitimité. Bon là, on évolue, on parle d'un avis constructif. Ok, maintenant un avis constructif ne suffit plus. Alors, il faut savoir qu'un avis constructif, ça ne vient pas tout seul. C'est-à-dire que pour réussir à être capable d'émettre un avis constructif, il faut quand même avoir quelques connaissances dans le domaine que tu critiques. Je reprends souvent cet exemple, mais je me vois mal donner mon avis ou un avis constructif sur de la sculpture. Je n'y connais absolument rien du tout. Que ce soit dans l'histoire de la sculpture ou que ce soit dans les techniques de sculpture, j'y connais vraiment juste que dalle. Je sais juste dire ça j'aime pas, ce qui n'en fait pas forcément un avis très pertinent. Mais s'il faut construire sa légitimité, c'est tout simplement parce que, on a plein de gens qui donnent leurs avis et il va falloir trancher, savoir qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on écoute et qui est-ce qu'on n'écoute pas. Et pour ça, il va falloir montrer que tu t'y connais dans ton domaine, un tout petit peu. Parce qu'encore une fois, je ne vois pas quel intérêt j'aurais à écouter quelqu'un qui fait « Ouais, Malevich, c'est moche, c'est pas de l'art ». Ce n'est pas un avis très constructif, ce n'est pas un avis très pertinent. Aussi, c'est encore plus vrai maintenant avec Internet, c'est que la popularité a remplacé l'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un, un critique d'art qui avait comme ça une certaine autorité, une certaine assise dans le milieu de l'art, maintenant son avis peut valoir moins aux yeux des gens que quelqu'un qui est juste très populaire. Et donc, pour contrebalancer les Durandal, les In the Panda, etc., il va falloir se construire une légitimité pour exister à côté. Parce qu'il y a des gens qui vont répéter bêtement ce que peut dire In the Panda ou ce que peut dire Durandal, parce que tout simplement, ce sont des gens très connus. Ils exercent une certaine forme d'autorité cognitive sur leurs spectateurs qui vont dire « Ah oui, il est connu, il parle bien, ce qu'il dit, ça doit être la vérité ». Et à côté, la personne peut-être qui a moins de vues, qui a moins d'abonnés, elle ne bénéficie pas de cette autorité cognitive-là, ou du moins pas autant, et donc elle va te dire, oui, je suis cinéphile, et il va falloir qu'elle légitime sa cinéphilie pour qu'on écoute son avis. C'est quoi un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. Attends, c'est qui ce mec-là? C'est Karim Debache? Attends, le Karim Debache? Le Karim Debache qui présente le film Time and Tide sur le nouveau DVD de Carlotta? Que moi j'aime bien, mais qui est quand même... Et à part bégayer, il dit quoi? Non, concrètement, sérieusement, parce que là, clairement, on a l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ce serait vraiment surprenant. Un vidéaste qui ne sait pas de quoi il parle, sur Internet, non. Et je pense que Time and Tide est sous-estimé parce que il arrive au début d'une période qui n'est pas la période la plus faste et la plus intéressante de Tsui Hark. J'adore son air assuré, mais par contre, lorsqu'il dit que Time and Tide, c'est pas le film le plus apprécié, c'est pas le film le plus connu, mais ce serait quand même dommage que ça soit n'importe quoi. Ce serait quand même dommage que ça soit totalement faux, non? Non, parce que bon, c'était juste un film qui était cité dans le top 10 des cahiers du cinéma à l'année de sa sortie. C'est juste un film qui est cité par un magazine aussi merdique que GQ comme l'un des meilleurs films d'action. Et donc si GQ, qui n'est pas du tout un magazine de cinéma, arrive à citer comme seul film qui n'est pas un film américain, Time and Tide, comme étant l'un des meilleurs films d'action, c'est que, mine de rien, doit quand même avoir une certaine réputation. Et bon, là je me limite à 2 exemples, mais en vrai, Time and Tide, c'est un film qui est extrêmement reconnu. Personnellement, j'ai connu Tsui Hark par Time and Tide parce que c'était un film qui était cité dans énormément de top 10 des meilleurs films des années 2000. Donc forcément, je me suis dit, ah tiens, je connais pas ce réalisateur, j'ai regardé, qu'est-ce que tu fais d'autre? Oh putain, c'est trop bien. Donc non, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Pas de chance. Bon, tu racontes quoi d'autre là, Karim? C'est quoi un bon film? Et se poser cette question sous-entend une autre question, et c'est la dernière fois promis. C'est quoi un film?
C'est quoi un film? Oula, mais attends, là c'est limite une question de dissertation. C'est quoi un film? Ok. Une question similaire, ça serait c'est quoi l'art? Et le problème, c'est que bon, c'est pas des questions qui ont une réponse, comment dire, à proprement parler. Il n'y a pas une réponse, oui, l'art c'est ça, tu as une définition, tu cites. C'est des choses, il faut réfléchir, c'est complexe. Il y a surtout des gens qui vont constamment essayer de repousser la frontière de l'art, tout comme il y a constamment des gens qui vont essayer de repousser la frontière du cinéma. Pour refaire un parallèle avec l'art de manière générale, lorsqu'on a Marcel Duchamp, vous connaissez tous Marcel Duchamp, vous connaissez au moins ça. Quand je vous montre ça, il y en a pas mal, ça leur hérisser les poils, dire mon Dieu, mais c'est un scandale et tout, c'est quoi cette merde, c'est pas de l'art, etc. Alors c'est une forme d'art qui s'appelle le ready-made et c'est une forme d'art qui a bouleversé justement le monde de l'art à l'époque. Et c'était le but, c'est-à-dire c'est un peu, on va dire, une sorte de troll, pour parler vulgairement, pour qu'on puisse comprendre l'analogie. Le mec s'est dit, ok, je vais troller le monde de l'art et je vais essayer de faire poser une question. Est-ce que ça, c'est de l'art ou non? Et donc, si on ne s'y connaît pas encore une fois en histoire de l'art, ça peut faire ricaner ou dire mais non, on ne fait pas de l'art. Il y a encore des gens qui tiennent ce genre de propos aujourd'hui. Et ces gens-là, en fait, ils font juste plaisir à Marcel Duchamp. Parce que Marcel Duchamp, c'est sa question. Il voulait provoquer votre réaction et que vous vous moquiez, que vous soyez un peu gêné, que vous ne savez pas quoi en penser. C'est pareil avec le cinéma, il y a des réalisateurs qui essayent sans arrêt, dans le mode expérimental, de repousser ce que c'est que le cinéma, de repousser ce qu'on peut faire avec le cinéma. Le but n'est pas là de dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise œuvre d'art, la question c'est juste est-ce que c'est une œuvre d'art? Pareil, lorsqu'il y a certains films expérimentaux, le but parfois c'est juste de poser la question est-ce que c'est encore un film? Et donc c'est une question extrêmement vaste et tu n'as pas de réponse à proprement parler. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on parle de ça déjà? En fait, il n'y a pas de vraie liste qui fera de nous un cinéphile aguerri. La surconsommation de films ne prouve rien. Et à l'inverse, être un cinéphile exigeant en se nommant toute production grand public ou film facile va à l'encontre de toute curiosité. Ok, il n'y a pas de liste, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de liste qui font de toi un cinéphile. Je ne te dis pas, tiens, t'as vu ça, donc t'es un cinéphile, t'as pas vu ça, donc tu n'es pas cinéphile. Ça me semble absolument logique. Personne ne va reprocher à quelqu'un de dire, quoi, t'as pas vu ce film-là, ce film-là, ce film-là, ce film-là, ça n'a pas de sens. Et pour ceux qui se demandent, oui, il pleut. Et là, dans ces catégories comme ça de cinéphile, où tu as le cinéphile, tu veux absolument tout voir, on a vu que c'était pas possible, et le cinéphile qui serait une sorte de caricature de cinéphile, vous savez, le snob, tu fais oh non, des films populaires, oh non, je ne regarde pas, je laisse pour les gueux. Eh bien, il oublie une troisième catégorie de cinéphile ou de pseudo-cinéphile ou de ce que vous voulez, qui serait le cinéphile, comme ça, qui regarde quelques films, voilà, qui aime bien le cinéma, hein, voilà, je ne lui renie pas ça, mais qui par contre, dès que c'est un peu autorisant, c'est-à-dire dès que c'est un peu moins accessible que d'habitude, il va être extrêmement méprisant. Comme par exemple, tiens, In the Panda avec Tulpan. Tulpan étant un très bon film. Je me suis rendu compte que le jury d'un certain regard veut tellement aller à contre-courant du diktat du grand public qui récompense chaque année un film que tout le monde oublie en quelques mois au milieu d'une sélection de films qui eux restent à la postérité. Je sais pas trop si vous comprenez le délire, mais en gros en 2007 on retrouve par exemple à la sélection Hunger de Steve McQueen, le mec qui a pendu par la suite Shame et 12 Years a Slave, mais aussi Tokyo réalisé par Michel Gondry, Léos Carax et Bong Joon-ho, et donc forcément le gagnant c'est Tulpan, un film du Kazakhstan. Autre année, 2010, en lice on a Chatroom de Hideo Nakata, on a Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, et donc forcément le gagnant, c'est un film sud-coréen sorti dans très peu de salles. J'espère vraiment que In the Panda ne participe pas à cette vidéo quand même. Ce serait vraiment dommage. Clin d'œil, clin d'œil. Mais surtout là, j'ai envie de poser la question. Qui est le plus curieux entre cette caricature du cinéphile, c'est limite, c'est un homme de paille, ce cinéphile qui ne regarderait jamais de films populaires, qui détesterait tout ce qui est populaire. C'est un peu parfois ce que certains me reprochent sous certaines de mes vidéos, je parle cinéma. En fait, il fait ouais, t'aimes pas ce qui est populaire. Je fais ouais, mais en fait, si j'aime bien ce qui est populaire, j'ai adoré Mission Impossible 6. Tu vas pas me faire croire qu'il y a plus blockbuster que Mission Impossible 6. Mais bon, voilà, certains ne comprennent pas ça. Voilà, même si admettons, voilà, on déteste absolument tout ce qui est un peu populaire et on ne regarde plus que des films d'auteurs, mais des films d'auteurs de toutes les époques, de tous les lieux. À un moment donné, qui fait preuve de plus de curiosité, qui fait preuve de plus d'ouverture? In the Panda, qui s'amuse à critiquer des films qu'il n'a pas vus sous le principe que ça vienne du Kazakhstan ou que ça sort dans très peu de salles, ou bien le type qui fait ouais non bon là les 3 blockbusters par an qui sortent, je vais pas les voir parce que ça a l'air d'être pourri, sachant que en fait la plupart du temps ils sont vraiment pourris. C'était une question rhétorique, ne répondez pas. Le risque, c'est de tomber dans une cinéphilie mortifère, arc-boutée sur les éternelles mêmes références qui sont devenues trop imposantes pour les remettre en question. Bon là, j'aimerais bien savoir de quoi tu parles, de quelles références tu parles. On veut des noms là, on veut des noms. Nous sommes là, pendus à tes lèvres, tel un buffle à une branche de cerisier, nous voulons des noms. Parce que c'est quoi ces références dont on aurait du mal à se détacher? Les références dont tu parles sans cesse dans tes vidéos? Des films quand même hyper connus dès qu'on s'intéresse un peu au cinéma? Parce que j'ai quand même bien l'impression que ceux qui font la morale sur la curiosité, sur le fait de s'ouvrir, etc. à d'autres films, sont quand même ceux qui restent le plus quand même accrochés à leur certitude et à leur petite culture cinéphilique. Sauf que je le répète, la cinéphilie, c'est littéralement l'art du mouvement.
l'esprit doit rester alerte, prêt à évoluer, le regard prêt à se remettre en question. C'est l'art du mouvement, littéralement l'art du mouvement. Mais non, c'est pas l'art du mouvement, tu l'as dit avant, c'est le fait d'aimer le mouvement. Ok, ça veut dire ça littéralement, d'accord? Homophobe, littéralement, ça veut dire la personne qui a peur du même, c'est la personne qui a peur de se regarder dans le miroir. Donc tu peux pas t'amuser à faire des traductions comme ça littérales, ça n'a pas de sens. Surtout que tu appliques même pas ça au fait d'aimer simplement le cinéma qui est des images animées. Tu veux l'appliquer à ta pratique du cinéma, mais ça n'a aucun sens, c'est une extrapolation, c'est juste un bon mot, c'est vide, c'est creux, d'accord? Et d'ailleurs en parlant de cinéma d'images animées, quand je parlais de films comme ça qui s'amusent à essayer de repousser de ce que c'est que le cinéma tout à l'heure, tu as quand même Hurlement en faveur du Marquis de Sade de Guy Debord, qui est quand même l'absence totale de mouvement, c'est-à-dire qu'on a juste un écran blanc avec parfois du son derrière, des gens qui parlent, mais ça n'a aucun sens, ils lisent parfois genre des textes de loi ou je ne sais pas quoi, et parfois tu as du fond noir et il n'y a personne qui parle. Et à la fin, ça se termine avec limite une demi-heure de fond noir, avec personne qui parle. Bon, au niveau conception repoussée de ce que c'est que le cinéma, on est pas mal là. Bon, est-ce que ça rentre dans la cinéphilie ou pas? Est-ce que ça rentre dans l'art d'aimer le mouvement ou pas? On ne peut pas juger de sa cinéphilie en se basant uniquement sur des chefs-d'œuvre. Admettre que 2001 l'Odyssée de l'espace, Pulp Fiction ou À bout de souffle sont seuls porte-parole d'un cinéphile est selon moi notre plus grande erreur. 2001, À bout de souffle et Pulp Fiction. Alors déjà, je ne suis pas sûr que Godard apprécierait d'être encore une fois cité avec Tarantino. Je reviens à Cannes, il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société Bande à part. Oui, il n'a rien payé, oui. En référence à l'un de vos films. Non. Il vous intéresse, Tarantino? Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre de gens qu'on détestait ou tout ça. Mais plus maintenant. On laisse aller. Surtout que là, ces films, c'est un peu la page 1 de la leçon 1 du chapitre 1 de la cinéphilie. C'est-à-dire que ce sont des films, et on va dire qu'ils sont parmi les premiers qu'on va voir si jamais on s'intéresse un peu au cinéma. C'est comme si tu t'intéresses un tout petit peu à la musique savante et que tu vas te mettre à écouter un peu de Beethoven et un peu de Mozart. On est d'accord que ce sont des noms qui sont connus, même des gens qui ne sont pas mélomanes, même qui ne s'intéressent pas spécialement, on va dire, à la musique. Et là, c'est pareil. Kubrick, Godard ou Tarantino, on va dire que tout le monde ou presque les connaît à partir du moment où tu n'es pas totalement un ignare du cinéma. Surtout que ça reste des films qui sont extrêmement accessibles. Il n'y a pas besoin de chercher très loin pour les trouver. Et surtout, c'est plutôt commun d'apprécier ces films-là. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu le temps de te développer un véritable amour du cinéma, un amour qui t'est personnel. Dire qu'ils ont joué un rôle dans l'histoire du cinéma, ok. Mais admettre que ce sont ces films qui constituent un caractère absolu du cinéphile, je trouve ça idiot. Idiot car le cinéma s'apprécie, il se comprend, et je dirais même qu'il s'apprend. Par contre, personne n'a dit qu'il présentait un absolu dans le cinéma ou dans la cinéphilie. Personne. Et justement, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, s'arrêter à ça, c'est quand même vraiment dommage. Mais là, j'ai l'impression que Film considère que les gens qui ont ces trois films-là comme films préférés, seraient limite méprisants envers ceux qui n'aiment que des films, on va dire, grand public ou que des films comme Avengers. Sauf que c'est là son erreur capitale, sauf si je me trompe bien sûr dans mon interprétation. Mais ces films-là, c'est que le début de la cinéphilie. C'est pas du tout l'apogée de quoi que ce soit, c'est le tout début, c'est à la page 1 du chapitre 1 de la leçon 1. Tu regardes ça parce que c'est accessible, parce que c'est très connu, et après il y a tout un champ du cinéma qui va s'ouvrir à toi, tu vas te mettre après à approfondir. Là c'est juste les premiers films intéressants que tu vois, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc non, il n'y a pas de mépris de la part de la personne pour lequel 2001 est son film préféré parce qu'il est très bien. C'est une personne qui est au tout début de son chemin, qui est au tout début de son périple. Et après, il va justement falloir réussir à dépasser un peu les références à Kubrick, etc. et se rendre compte qu'il y a bien mieux que Kubrick.
Attends, tu te dis cinéphile et t'as pas vu tous les films de Spielberg. Excuse-moi, mais je pense pas qu'on puisse être cinéphile si on n'a pas vu tous ces films. Tu seras vraiment cinéphile quand t'auras vu Rencontre du troisième type, quand t'auras vu E.T. plusieurs fois. Et là, c'est vraiment une blague que je ne comprends pas parce que personne, même le cinéphile le plus hautain, le plus méprisant, n'a jamais dit qu'il fallait avoir vu tous les Spielberg. C'est totalement absurde de venir dire est-ce que tu as vu tous les films de tel ou tel réalisateur. Personne va te demander ça. Et surtout, qui a envie d'avoir vu tous les Spielberg? Le mec, il a fait un film qui s'appelle Always. Je sais pas, personnellement, j'ai pas envie de regarder ça. Ça a l'air chiant et con et niais. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort. Reste, ça n'a vraiment pas l'air bien. Donc je ne comprends même pas l'intérêt de cette blague. Tu crois caricaturer qui? Tu crois parler de qui? Tu crois faire quoi? Non, franchement, ça donne encore moins envie de découvrir le film en question. Et sur des centaines de films sortis rien que cette année, crois-moi, ta vie se limite pas qu'à un film. Et l'autre là, il confond tout. Il confond le fait de vouloir donner envie. T'as pas forcément envie de donner envie. Qui parle de limiter sa vie à un seul film? Mais personne. Personne, c'est pas parce que par exemple pour toi 2001 l'Odyssée de l'espace c'est le meilleur film du monde et qu'il est indépassable que tu limites ta vie à un seul film. Tu peux toujours voir plein d'autres films tout en considérant que 2001 sera indépassable. Ça t'empêchera pas de prendre du plaisir sur d'autres films. Enfin, je comprends pas. Et même si tu crois que 2001 c'est le meilleur film du monde et que tout le monde doit l'avoir vu, bah écoute, quel est le problème? C'est pas grave de dire aux gens d'aller voir 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est un très bon film. Il va en désarçonner certains et tant mieux. La cinéphilie, c'est un truc qui se construit avant tout personnellement. Chacun a sa propre cinéphilie. Moi, par exemple, je sais que je préfère les films complètement paumés. Je le sais, je l'ai accepté. Je me ferai toujours plus kiffer sur une bonne série B des années 70 que sur un film récent acclamé par la critique. Bon, In the Bida qui s'amuse à dire qu'il préfère les films totalement paumés, qu'il l'accepte, blablabla. On se rappelle ce qu'il disait juste avant en 2014. Et donc forcément, le gagnant, bah, c'est Tulpan, un film du Kazakhstan. Un film sud-coréen sorti dans très peu de salles. Là, j'aimerais bien savoir où elle est, cette fameuse curiosité que les deux autres Dudus sont en train d'essayer de nous vendre. Je sais pas pourquoi ils ont invité In the Bida en fait, parce que carrément In the Bida, c'est le type le moins ouvert du monde au cinéma. Et la question n'est pas là de savoir ce que tu préfères regarder, d'accord? C'est pas ça la question de la cinéphilie. La question, c'est de savoir apprécier un bon nombre de films qui viennent d'époques différentes, de lieux différents, avec des budgets différents, de cultures différentes. Et de pouvoir dire ah ouais c'est bien parce que ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Si tu parles juste de te faire kiffer, et Dieu sait que j'adore ce mot kiffer et que je méprise pas du tout les gens qui utilisent ce mot-là, que si ça te fait kiffer, si ça te fait bander de regarder des séries B des années 70, mais grand bien te fasse. Cependant à un moment donné, Victor, il va falloir réaliser dans ta tête, il va falloir réaliser que le cinéma c'est pas juste kiffer, d'accord, c'est autre chose que juste kiffer et que justement, lorsqu'on s'intéresse un peu au cinéma, d'accord, qu'on est un peu curieux, on va essayer d'aller au-delà de simplement ce plaisir. D'ailleurs, le fossoyeur de film le dit après, il ne faut juste pas être un truc à stimuli. Donc, il faut essayer d'aller voir autre chose que juste toi, ce qui te fait kiffer. Parce que si tu cherches juste le plaisir d'un visionnage, jamais tu ne vas aller voir un film de Pasolini, jamais tu ne vas aller voir un film de Michael Haneke. Ce sont des réalisateurs qui ont quand même pour but de venir te chercher dans ton petit confort bourgeois, de se foutre un peu de ta gueule et surtout de te faire ressortir tremblant de la salle. Et oui, c'est ça le but. Le but est de te proposer quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Le but est de te questionner moralement. Le but est de questionner ton rapport au cinéma et surtout l'impact qu'il peut avoir sur toi. Et je suis désolé, mais regardez Salo ou les 120 journées de Sodome, c'est rarement un visionnage sympathique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Salo ou les 120 journées de Sodome, c'est une adaptation du Marquis de Sade qui s'appelle les 120 journées de Sodome et dans laquelle on a des gens qui s'amusent à violer des gamins pendant à peu près, 400 pages. Tu te doutes bien que ça, en film, où tu rajoutes en plus le fait de la République de Salo, qui était une république italienne fasciste, tu vas pas ressortir de tout ça en ayant la banane. Et pourtant, ce genre d'expérience traumatisante, on en a besoin au cinéma. On a besoin de sortir de notre petit confort et d'aller voir autre chose. En fait, je dirais qu'on construit notre cinéphilie. Lorsqu'il dit que l'on construit notre cinéphilie, je suis tout à fait d'accord et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on commence, on regarde des films et À bout de souffle et Pulp Fiction, c'est très bien parce que Godard et Tarantino sont des réalisateurs qui ont énormément de références et qui en jouent. Par exemple, si tu regardes Pulp Fiction, tu vas regarder peut-être après Kill Bill. Si tu regardes Kill Bill, tu vas dire ah tiens, mais en fait il y a plein de références au cinéma asiatique, que ce soit chinois ou japonais. Et tu vas aller regarder ces films-là ensuite. D'accord? Donc tu vas t'ouvrir à tout un monde nouveau du cinéma. Si tu regardes Godard à bout de souffle, il y a cette scène merveilleuse. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Monsieur Arisco. Devenir immortel. Et puis mourir.
Et tu vas dire, mais c'est qui ce con là? Il a trop la classe. Et dire, ah mais c'est Melville. Melville, ah oui, mais Melville c'est le réalisateur du Samouraï et du Cercle Rouge. Et tu vas regarder le Samouraï et le Cercle Rouge. Et tu vas dire, oh putain, mais c'est trop bien, c'est quoi ce genre de film? Tu vas t'intéresser au cinéma français de cette époque-là et tu vas découvrir là aussi également tout un nouveau monde. Et oui, comme ça, tu vas construire ta cinéphilie. Redonner une place au fantasme, à l'attente, autant de laisser l'œuvre nous imprégner, c'est plus que jamais une nécessité. Le fait de laisser du temps à une œuvre, je suis tout à fait d'accord aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des œuvres qui prennent du plaisir instantanément, d'où le fait de kiffer, n'est-ce pas Victor? Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont invité pour dire autre chose que les deux autres Gulus, hein. Vraiment, je m'explique pas. Il y a des films qui auront ce plaisir instantané, il y en a d'autres, ce plaisir va venir longtemps après. J'en parle assez souvent, mais Bruno Dumont, qui est un de mes réalisateurs actuels préférés, lorsqu'il a fait la série Petit Quinquin, donc qui est une série comique pour Arte, il disait « Oui, moi quand je fais des drames, le drame, il peut frapper le spectateur plusieurs semaines après l'avoir vu. » Et c'est vrai, il y a des films qui continuent à te travailler, qui continuent à te hanter jusqu'à longtemps après le visionnage. Alors que Petit Quinquin, c'est une comédie. Et donc, Petit Quinquin, il y a certes cet aspect genre qui va te frapper plusieurs semaines après le visionnage par la beauté de certains plans, etc. Mais il faut qu'il y ait un plaisir immédiat. Il faut faire plaisir à Victor, sinon Victor, il est perdu. Victor, il ne sait pas quoi faire. Victor, sinon, il peut faire une critique où il va dire de la merde. Il faut faire attention, il faut soigner Victor. Et donc, effectivement, on peut parfois privilégier ces œuvres qui vont marquer le spectateur sur un temps long. Récemment, pour moi, il y avait Burn-In qui m'a marqué jusqu'à plusieurs semaines après. Et là, plus récemment, il y avait, alors c'est un grand voyage vers la nuit ou un long voyage vers la nuit, je ne sais plus, un film chinois. C'est un film en deux parties où chaque partie se font écho et du coup tu sembles totalement perdu dans une sorte de rêve filmé en plan séquence et c'est absolument jubilatoire et ce genre d'images, de trucs qui reviennent encore longtemps te hanter parce que c'était non seulement magnifique mais en plus tu n'as pas tout compris, tu n'as pas eu toutes les solutions et donc forcément il y a cette espèce de fascination qui apparaît. Disons que pour une fois tu n'as pas un film où tu comprends tout de suite au premier visionnage parce qu'il est juste con comme ses pieds. Puis bon, être cinéphile fait pas de nous des critiques, ça reste un métier. Là, il dit qu'un cinéphile, c'est différent d'un critique. Alors, je sais pas, mais Truffaut disait, je ne suis pas un grand admirateur de Truffaut, mais bon, Truffaut disait qu'on avait chacun deux métiers, celui-là de son métier, quoi, et celui-là de critique de cinéma. Et donc là, Flim, il nous dit que être critique et puis être cinéphile, c'est différent. Ok, moi je veux bien, mais par contre, il faut argumenter, tu vois, juste balancer des trucs. J'ai l'impression que c'est ça son truc, c'est balancer des phrases de manière lapidaire, pas expliquer, faire ok, j'affirme ça. Je peux pas le prouver, hein, non, bien sûr, hein. Des gens ont dit l'inverse, mais non, moi je dis ça, comme ça, j'affirme, hop, je balance. Mec, tais-toi. Enfin... Et savoir de quoi on parle permet généralement de déceler une analyse construite, plus ou moins objective du film. En effet, savoir de quoi on parle, ça peut éviter de dire des conneries, n'est-ce pas, Victor? Je voulais dire par là que ces films-là étaient peut-être un peu dangereux. Enfin, dangereux pas d'un point de vue moral, mais peut-être d'un point de vue politique, parce que ce sont des choses qui sont des objets de consommation. Le film devient de plus en plus un objet de consommation de l'instant. Et d'abrutissement total. Et d'abrutissement total, et aucune réflexion n'est possible à partir de ce genre de film. Cela dit, ce sont des films qui sont extrêmement agréables à voir. Ce que vous entendez là, c'est l'élite de la critique française, du moins il y a 40 ans de cela. D'un film d'enfant à un film psychédélique, voilà 10 minutes de mépris sur un film qui, aujourd'hui, nous parle à tous. Donc là, au cas où vous n'avez pas compris, il parle de Star Wars. Alors Star Wars, je sais, oh mon Dieu, c'est limite une religion, on ne peut pas critiquer Star Wars, c'est un film parfait, etc. J'aime pas Star Wars 4, je trouve ça mou et chiant, voilà. Mais moi, ce que j'ai la question, c'est, ok, là, en quoi est-ce que les gens du masque et de la plume ont tort? Parce que là, le mec, il nous dit oui, mais Star Wars, maintenant, c'est considéré comme un grand film, etc. Regardez le mépris de ces critiques, ils comprennent rien. Attends mec, là maintenant tu es en train de te mettre en porte-à-faux vis-à-vis ce que disait le fossoyeur de film avant et qu'il fallait pas rester arc-bouté sur nos références. Le risque, c'est de tomber dans une cinéphilie mortifère, arc-bouté sur les éternelles mêmes références qui sont devenues trop imposantes pour les remettre en question. Je sais pas, vous vous contredisez tout le temps. À quel moment il y a de la cohérence dans cette putain de vidéo de merde? À quel moment? Non, Star Wars, c'est pas un truc indépassable du cinéma. Pourquoi est-ce que 2001, À bout de souffle ou Pulp Fiction ne devraient pas être des indépassables absolus du cinéma? Et pourquoi est-ce que Star Wars devrait l'être? Parce que c'est ta culture à toi. Mais non, tais-toi. Et puis surtout, en quoi est-ce que c'est faux? En quoi est-ce que Star Wars n'est pas un film pour enfants? J'aimerais bien savoir en quoi c'est pas un film pour enfants. En quoi c'est pas un film qui ne fait pas réfléchir. Je suis désolé, Star Wars, c'est pas un film qui va te pousser ta réflexion sur le bien, le mal ou je sais pas quoi. Et je parle bien là du premier de 1977. Vous n'allez pas me sortir « Oui, mais dans le jeu vidéo Kotor, tu vois, la dichotomie bien mal. » On s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Donc là, tu affirmes des trucs, tu affirmes que ouais, ils sont marrants. Hein, tu vois. Là, tu méprises un peu les critiques qui méprisaient le film. Donc en fait, là, tu fais ce que tu reprochais aux critiques de faire. C'est complètement con. Et je te méprise pour ça. Mépriception de Jean-Luc Godard. Mais surtout, il va falloir argumenter. Le fait que maintenant Star Wars ça soit unanimement reconnu comme étant un bon film, ce n'est pas forcément mon avis à moi, perso. Mais je vois pas en quoi
ça fait ce qu'ils ont dit, c'est faux. Alors à moins que tu fasses un sophisme, un argument ad populum, parce que tu dis la majorité elle est d'accord avec moi. Oui, mais la majorité elle a élu Macron. Il y a tout juste 20 ans, Fight Club a subi une certaine lapidation médiatique à sa sortie. Considéré comme dangereux et film dégueulasse, il s'est vu boycotté par des critiques allant même jusqu'à spoiler la fin pour dissuader les spectateurs de s'aventurer en salle. Fight Club, mais on s'en bat les couilles de Fight Club. Enfin, je sais pas. Là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver face à un adolescent cinéphile qui n'a même pas franchi la page 1 du chapitre 1 de la leçon 1 de la cinéphilie. Fight Club, enfin, Ok, Fight Club a été, on va dire, on a dit que c'était de la merde à sa sortie. Ok, mais en quoi c'est mal? Enfin, je veux dire, quel est le problème? Là, tu interroges peut-être quelque chose. C'est la réévaluation d'un film dans le temps, parce que parfois, il y a des films qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur à leur sortie, tout comme il y a parfois des œuvres d'art qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur à leur sortie. Ok, très bien. Mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Surtout que tu dis, ouais, on a dit qu'il était dangereux, le film. Sauf que, enfin, je suis désolé, mais c'est quand même... Fight Club, c'est quand même un film qui est à la fois tout et son contraire. C'est un film qui prône le capitalisme délibéré avec tous les objets de consommation partout et qui est en même temps un film profondément anarchiste, un film qui ne respecte rien. C'est un film profondément nihiliste qui remet en cause toutes les valeurs morales. Lorsque tu as des critiques petites bourgeoises, à ton avis, dangereux, quand on dit qu'un film est dangereux, quand tu as un petit bourgeois qui te dit c'est dangereux, quand tu as un petit bourgeois qui te dit les gilets jaunes sont dangereux, à ton avis dans ta tête, c'est plutôt bon signe, non? Quand quelqu'un te dit que ton film est dangereux, quand on te dit que tu es dangereux pour le système, pour l'ordre établi, moi je prends ça comme un compliment. Bon, et surtout que, franchement, Fight Club, c'est loin d'être le meilleur film de David Fincher. Moi j'avais adoré quand j'étais ado, je trouve toujours que c'est un bon film, mais je suis désolé, on est quand même loin de la précision chirurgicale qu'il peut y avoir dans The Social Network, qui est personnellement mon film de Fincher préféré. Ensuite, les critiques qui racontent la fin du film pour empêcher les gens d'y aller, mais on s'en fout, pourquoi tu parles de ça? Il faut arrêter avec ce mythe du spoiler, ça n'existe pas. Il est impossible de gâcher un film en racontant la fin. C'est impossible. Pourquoi? Alors, tout simplement, il y a des études qui ont montré que lorsqu'on lit un bouquin, d'accord, et que si on te dit la fin, tu vas plus apprécier le bouquin, parce que tout simplement, tu ne seras pas perdu en train de te dire « Oh mon Dieu, mais c'est qui le tueur? C'est qui le tueur ?» Tu sauras qui est le tueur. D'accord, ça tu le sauras, et donc tu vas t'intéresser aux détails, tu vas t'intéresser à l'écriture, tu vas t'intéresser à la manière avec laquelle c'est raconté. Tu vas pouvoir libérer ton esprit de cette préoccupation qui est juste qui est le tueur, qui n'est pas la question la plus intéressante lorsque tu regardes un film. Par exemple, Psychose, maintenant tout le monde sait qui est le tueur dans Psychose, mais ça n'en fait pas de Psychose un mauvais film. Pour ceux qui ne savent pas qui est Psychose, c'est là où tu as un mec qui tue une femme dans une douche, vous connaissez tous cette scène, vous l'avez tous déjà vu quelque part. Et si jamais dans un film, le seul truc bien qu'il y avait, c'était la fin, c'était la surprise, c'était le coup de théâtre final, c'était que le film était vraiment pourri en fait, c'est-à-dire qu'il t'a mis de la merde jusqu'au moment pour te faire « Ah tiens, regarde, je te surprends trop, regarde, je suis trop bien, je suis trop original. » Non. Bref, arrêtez avec ces critiques, avec spoiler, sans spoiler, machin truc. Non, arrêtez avec cette psychose. Stop. D'ailleurs, psychose, jeu de mots. Putain, Raymond DeVos ou pas Raymond DeVos? Tu confonds des critiques légitimes qui peuvent être faites à Star Wars, qui n'est pas forcément un film fou, c'est même plutôt mou, avec des critiques de petits bourgeois qui n'ont pas aimé un film qui les secouait dans leur confort de petits bourgeois pour Fight Club. Et là, tu confonds encore plus que tout parce que tu vas nous parler de Netflix. Effectivement, c'est bien le jingle de Netflix que vous entendez passer au Festival de Cannes. Ah, et ces sifflements? Non, c'est loin d'être une standing ovation. Mais voilà, on est en 2019, Star Wars est l'une des plus grandes franchises, Fight Club un incontournable de Fincher, et Netflix produit de plus en plus de films reconnus, et ça, même par les plus grands. Quel est le putain de rapport avec Netflix? Les gens, ils sifflent Netflix à Cannes, c'est pas parce que les films produits par Netflix ne leur plaisent pas. Et vraiment, tout simplement, une question de fric. C'est une question que Netflix, il prend une part des exploitants salles, et que par exemple, on a des films comme Roma, qu'on va pas voir en salle. Et c'est très bien de pas aller voir Roma en salle, c'est chiant comme la pluie. Chez toi, sur ton canapé, c'est très bien pour faire la sieste, t'as pas la peine de payer 10 € pour aller voir cette merde. Donc, quel est le lien entre les trois trucs, le lien entre Star Wars, Fight Club et Netflix? Aucun, que dalle. Tu racontes de la merde. Maintenant qu'avec un simple smartphone, le cinéma est devenu accessible à une grande majorité, je dirais presque que c'est facile d'être cinéphile. Loin de moi l'idée de minimiser l'amour de chacun, je pense juste qu'il y a plusieurs degrés. Waouh, c'est ça la conclusion de ta vidéo? Il y a plusieurs degrés de cinéphilie? Putain,
Genre, tu as eu besoin de faire venir plein de monde, des gens qui se contredisent. Toi, qui n'es absolument pas assez précis, qui raconte n'importe quoi, qui confond tout et n'importe quoi, pour arriver à cette conclusion, cette banalité, genre, ah ouais, il y a plusieurs degrés dans la cinéphilie, sans rire putain.